Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien, j'imagine, avec le micro? C'est tout bon? Merci pour cette introduction. Merci de votre présence. Je voulais remercier la province Sud et Pressica pour l'invitation. On est très heureux de participer à cette conférence et vous parler de ces bactéries. On va essayer de pas vous faire trop peur non plus ce soir. On va faire 3 interventions de 10-15 minutes et on fera les questions à la fin des 3 interventions. Donc je vais rapidement nous présenter. Donc mes 2 collègues, ils sont assis à côté de moi, donc Mathieu Pott et Alexandre Bourle, qui travaillent avec moi à l'Institut Pasteur dans le groupe de bactériologie médicale et environnementale. Et moi, donc, je suis Julien Collot, donc je suis pharmacien biologiste, je travaille donc aussi à l'Institut Pasteur et aussi au CHT, où je m'occupe du laboratoire de microbiologie et de l'hygiène hospitalière. Donc voilà, je vais commencer avec la partie, donc sur cette diapo là, vous voyez un petit peu les 3 compartiments, le compartiment humain, le compartiment animal et environnemental. Moi, je vais commencer par le compartiment humain et après je passerai la parole à mes 2 collègues. Un petit peu de rappel pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une bactérie. C'est un micro-organisme comme les virus, les champignons. Donc comme son nom l'indique, micro, donc c'est microscopique, c'est tout petit. Bien sûr, ça se voit pas à l'œil nu. Ça fait 10 puissance 6 micromètres. Et c'est grâce à l'inventeur du microscope, le scientifique, un scientifique hollandais, désolé pour son nom si je l'écorche, monsieur Van Leeuwenhoek, qui au XVIIe siècle a inventé le microscope et grâce à son invention, on a pu observer pour la première fois des bactéries. C'est à peu près 2 siècles après que Louis Pasteur a montré le caractère pathogène de ces bactéries. Et notamment, une des plus connues, c'est le staphylocoque. On va en parler aujourd'hui. Parce qu'on en a beaucoup des staphylocoques, Staphylococcus aureus, on en parle beaucoup, il y en a beaucoup en Calédonie, c'est une bactérie qui nous pose beaucoup de problèmes. Heureusement, la plupart de toutes ces bactéries, elles sont inoffensives, elles sont même bénéfiques. On est tous porteurs de millions de bactéries. Vous en avez tous dans votre tube digestif, dans votre bouche, sur votre peau. Et heureusement qu'elles sont là. Malheureusement, il y a des bactéries qui sont plus méchantes, et c'est celles dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Elles peuvent être virulentes et résistantes. Donc là, vous avez quelques photos. Désolé, c'est un peu pas les plus belles photos, mais voilà, la première, c'est un impétigo. C'est tout le monde, tout enfant en Calédonie, je pense, a déjà eu un petit impétigo sur la tête. Là, c'est un beau furon, pareil. Et tout ça, c'est responsable, c'est la bactérie responsable, c'est le staphylocoque doré. On voit bien cette belle couleur dorée, le staphylocoque aureus. Et si on grossit, donc ça, c'est ce qu'on fait pousser sur nos géloses au laboratoire. Si on grossit au microscope, ici, on est fois 1000. Si on grossit ces bactéries-là, au microscope, on voit ça. Et au microscope électronique, fois 10 000, donc c'est vraiment tout petit, on voit ça ressemble à des grosses chouquettes, mais malheureusement, c'est beaucoup moins sympa que des grosses chouquettes. Mais voilà, c'est assez joli. En tout cas, au laboratoire, c'est assez joli à voir. Malheureusement, en clinique, c'est moins sympa. Pour lutter contre ces bactéries, il y a les antibiotiques, forcément. Ces antibiotiques, ils ont été découverts par le professeur Fleming. C'était un biologiste londonien très talentueux, mais qui était aussi caractérisé par son désordre, on va dire, inorganisation. Et son laboratoire était toujours un petit peu bordélique, on va dire. Et comme quoi, des fois, ça a du bon. Il a laissé traîner une boîte de pétri, donc cette boîte de pétri-là, sur laquelle il faisait des expériences, et il faisait pousser du staphylocoque. Il a laissé traîner cette boîte de pétri-là, et il l'a retrouvée quelques semaines plus tard sous un bureau. Et il s'est vu qu'il y a une moisissure ici qui a poussé. Et vous voyez qu'autour de la moisissure, il y a une zone d'inhibition. Et en fait, la moisissure qui est ici, c'est un pénicillium. C'est à peu près de la même famille que ce que vous avez sur votre roquefort ou ce que vous retrouvez sur vos fruits quand ils pourrissent. Et ben ce pénicillium, il va sécréter une substance qui va inhiber la croissance de la bactérie. C'est comme ça qu'est née la pénicilline. Vous voyez, une découverte fortuite, comme quoi des fois ça fait bien les choses. C'est comme ça qu'est née la pénicilline. Après, on a extrait le principe actif, la pénicilline, qui à l'époque était actif sur les staphylocoques. Maintenant, ça marche plus du tout sur les staphylocoques. Et quelques années après, en 1940, on a utilisé en clinique pour les divers traitements, infections cutanées, ORL. Et cette découverte, ça lui a valu le prix Nobel en 1945. Malheureusement, c'était une belle découverte, les antibiotiques, mais quelques années après, on a découvert le phénomène de résistance aux antibiotiques. Donc là, je vais prendre le petit graphe ici, 1928, ce que je viens de vous décrire, la découverte de la pénicilline. En 1942, donc à peu près 15 ans après, détection de la première résistance à la pénicilline. Et ça va marcher pour toutes les classes d'antibiotiques. Découverte des tétracyclines en 1945, en 1953, première résistance détectée. Pareil pour les macrolides ici, et ainsi de suite pour les fluoroquinolones. Et la dernière, qui est la plus inquiétante, c'est les carbapénèmes, peu importe le nom, mais cet antibiotique, les carbapénèmes, c'est l'antibiotique de dernière intention qu'on utilise à l'hôpital. C'est utilisé qu'à l'hôpital et dans des cas très très graves. Et vous voyez, découverte en 1995, et 93, quelques années après, découverte des premières résistances. Donc malheureusement, les bactéries, elles s'adaptent très vite, et elles deviennent résistantes à presque toutes les classes d'antibiotiques qu'on a découvertes.
Sur ce schéma-là, on voit la cible, les différentes cibles sur lesquelles les antibiotiques peuvent agir sur la bactérie. Les antibiotiques peuvent inhiber la synthèse de la paroi, inhiber la synthèse de l'ADN, la synthèse des folates, peu importe, il y en a plein. Et vous voyez que les bactéries, elles sont assez intelligentes, elles s'adaptent, et elles ont plein de mécanismes de résistance. Là, c'est un mécanisme d'efflux, c'est-à-dire que l'antibiotique, il va rentrer dans la bactérie pour la tuer, et la bactérie, elle est maligne, elle va réussir à le refaire sortir. Là, il y a un phénomène d'imperméabilité. L'antibiotique, il ne va pas pouvoir rentrer. Un phénomène de modification de cible, d'enzymes. Donc voilà, les bactéries s'adaptent et malheureusement, elles trouvent des moyens pour échapper aux antibiotiques. Sur ce graphe qui date un petit peu, mais qui est toujours valable, on dit qu'il y a eu l'âge d'or des antibiotiques. Ça a très bien marché pendant la période après-guerre, entre 1945 et on va dire 2000. Il y avait plein d'antibiotiques disponibles et ils marchaient presque tous. Donc on était très contents. À l'époque, on ne se posait pas trop la question de résistance aux antibiotiques. On traitait, ça marchait tout le temps. Et malheureusement, vous voyez que depuis 30 ans, il n'y a plus de nouveaux antibiotiques. On n'arrive plus à trouver de nouvelles classes d'antibiotiques. Donc voilà, il n'y a plus grand-chose sous la main. Et malheureusement, la résistance, elle fait que croître. Donc ça, c'est pas très encourageant. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on parle de ce problème d'antibiorésistance. Ça fait les titres de plein de journaux. Ça fait un peu peur. Un risque aussi sérieux que le terrorisme, un tsunami sanitaire. Donc c'est vrai que ça fait peur. Et il y a des raisons. C'est une des premières causes de mortalité dans le monde. Il y a presque il y a une étude en 2019 qui a révélé qu'il y avait presque 1 million de décès liés aux résistances aux antibiotiques. C'est quand même beaucoup. Pour titre de comparaison, c'est le double par rapport au sida ou au paludisme. C'est pour vous montrer un petit peu. Et il y a pareil, un petit schéma avec une étude qui fait aussi peur. Donc ici, c'est la résistance AMR, c'est Antimicrobial Resistance. Ils estiment qu'en 2050, si on fait rien, il y aura 10 millions de morts liés à l'antibiorésistance. Donc il va falloir vite faire quelque chose, sinon on ne va pas s'en sortir. Et pourquoi ça fait peur? C'est que ce phénomène de résistance aux antibiotiques, donc les bactéries, elles peuvent bien sûr se propager. Elles peuvent se propager, mais la résistance aussi, elles peuvent se propager. Là, il y a un petit schéma. Donc là, c'est une bactérie avec son ADN. Et en fait, on a des petits bouts d'ADN qu'on appelle plasmides. Et sur ces petits bouts d'ADN, il peut y avoir des gènes de résistance. Et le problème, c'est que ces gènes de résistance, ils peuvent, vous voyez, il y a des petits ponts entre les bactéries. Ils peuvent se transmettre d'une bactérie A à une bactérie B. Et c'est comme ça que la résistance peut transmettre de bactérie en bactérie. Il y a une petite BD assez sympa où il y a un dealer de plasmide où il dit « Hey garçon, tu veux devenir une super bactérie, insère ça dans ton génome et même la pénicilline ne pourra pas t'atteindre. » Et ça, c'est globalement ce qui se passe en vrai. Donc comment ce phénomène se transmet? Ici, vous avez une bactérie sensible et ici une bactérie résistante. Il y a des bactéries qui sont naturellement résistantes. C'est normal, c'est un phénomène naturel. Et ce que je vous disais, c'est souvent ces gènes de résistance qui sont portés par des petits plasmides. Donc là, imaginons que ça, c'est votre tube digestif. Vous avez une grande majorité de bactéries sensibles et quelques résistantes. Vous allez prendre des antibiotiques, et malheureusement, les antibiotiques, ils vont tuer les bactéries sensibles, donc toutes celles qui étaient bleues, avec les croix là, elles vont mourir. Et il va persister que les bactéries résistantes. C'est un peu ce qui va se passer dans votre tube digestif quand on prend des antibiotiques. Et ce qui est problématique, c'est que les bactéries résistantes, ces petits plasmides, là, porteurs de gènes de résistance, vont pouvoir être transmis à d'autres bactéries, et ainsi de suite. Au laboratoire, ça se représente un petit peu comme ça. Donc là, c'est ce qu'on fait tous les jours au labo. On va tester, ça s'appelle un antibiogramme. On va faire pousser la bactérie sur cette gélose, sur le milieu de culture. Tout ça, c'est de la bactérie ici. Et on va poser des disques d'antibiotiques. Autour du disque, plus le diamètre est grand, plus la bactérie est sensible. Donc là, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre que sur cet antibiogramme-là, tous les antibiotiques marchent. Donc là, aucun souci pour traiter le patient. Voilà, là c'est beaucoup plus problématique. Donc là, c'est une bactérie productrice de carbapénémase, c'est pour nous la résistance ultime. Vous voyez, là il n'y a quasiment rien qui marche, il y a peut-être cet antibiotique-là qui marche, celui-là peut-être un petit peu. Voilà, mais globalement, il n'y a pas grand-chose. Donc là, on est quand même bien embêté quand on doit traiter un patient qui a cet antibiogramme-là. Et des fois, c'est vraiment apocalyptique, on va dire. Là, vous voyez un antibiogramme. Vous avez tous eu peut-être une fois une infection et le laboratoire vous a rendu un antibiogramme pour choisir la bactérie qu'il faut utiliser. Bah là, vous voyez, il n'y a aucun antibiotique sensible. Il y en a 2 qui sont intermédiaires. Ça veut dire qu'en mettant des fortes doses, on va pouvoir traiter, mais globalement, il n'y a rien qui marche. Donc là, si c'est une infection urinaire simple, ça peut passer, mais si c'est quelqu'un qui a une septicémie, c'est-à-dire que la bactérie est passée dans le sang, malheureusement, ça va mal finir.
Heureusement, on a des moyens de lutte, hein, et ça fait déjà pas mal d'années qu'on travaille dessus. Il y a eu de nombreux plans d'action qui ont été menés, hein. J'en ai mis quelques-uns au niveau métropolitain. Il y a l'OMS aussi, bien sûr. Il y a toutes les campagnes que vous avez dû déjà entendre parler. Les antibiotiques, c'est pas automatique, ils sont précieux, utilisez-en mieux. Donc il y a quand même de la sensibilisation pour le bon usage des antibiotiques. En Calédonie aussi, on a un plan d'action qu'on a rédigé avec l'aide de la DAS en 2016. Ça remonte, hein. Vraiment, c'est à partir des années 2015-2020 qu'il y a eu des gros problèmes d'antibiorésistance en Calédonie qu'on a vraiment travaillé dessus. Donc il y a eu ce plan de maîtrise pour essayer de limiter la propagation de ces bactéries. Et ça, on va dire qu'il y a deux actions principales. La première, c'est la juste prescription. C'est-à-dire qu'on était d'utiliser moins les antibiotiques et surtout mieux. Donc vous savez tous que, je l'espère en tout cas, que 80% des infections ORL, c'est viral. Donc il ne faut pas mettre des antibiotiques. Le médecin, quand il va choisir un antibiotique, il va devoir choisir le bon antibiotique, c'est-à-dire l'antibiotique le mieux ciblé, celui qui a le spectre le plus étroit qui va tuer la bactérie en relation avec l'affection. Donc le bon antibiotique, la bonne posologie, la bonne durée. Et pour ça, peut-être que vous en avez entendu parler, on a fait, en fin d'année 2024, on a sorti un guide d'antibiothérapie adapté à la Calédonie. On n'a pas les mêmes résistances qu'à Paris, qu'à New York, et on a des germes particuliers en Calédonie qu'on n'a pas ailleurs. Donc on a sorti vraiment un guide adapté aux résistances, on va dire, calédoniennes, pour que les médecins connaissent les résistances et utilisent les bons traitements. C'est plutôt à destination des médecins, hein, mais c'est ouvert au public. Vous pouvez aller sur la page, il est sur le site de la DAS, sur le site du CHT, vous l'avez en libre accès si vous voulez les voir. Au niveau du grand public, les grands messages qu'on passe, c'est jamais d'automédication. C'est-à-dire que s'il y a un tube, une boîte d'antibiotiques qui traîne dans votre salle de bain, surtout pas l'utiliser en se disant bah ça a marché la dernière fois, je vais prendre la même chose, donc ça il faut proscrire. Souvent les erreurs qu'on fait aussi, c'est qu'on arrête trop tôt. Souvent, au bout de 48 heures, les antibiotiques font effet, et du coup, on se dit, bon, bah, c'est bon, j'en ai plus besoin, je vais arrêter. Et souvent, on traite une partie, on va dire, on va traiter 80% des bactéries, mais on va pas traiter les 20% restantes qui vont après vous proliférer. Donc ça, c'est des choses grand public, mais qui sont importantes à faire passer. Donc ça, c'est une des premières actions. Et la deuxième action, c'est c'est plutôt au niveau, on va dire, hospitalier, mais ça peut aussi être valable à la maison. C'est le renforcement des règles d'hygiène pour éviter, justement, à l'hôpital, des épidémies et que les germes se transmettent entre patients et créer vraiment des épidémies hospitalières. Je vais vous montrer deux exemples dont on est assez fier parce que on peut lutter contre l'antibiorésistance, hein. Je vais prendre tout à l'heure on parlait du staphylocoque qui nous a posé des gros problèmes en Calédonie, qui est toujours présent mais qu'on arrive à maîtriser. On va suivre la courbe en rouge. La courbe en rouge, c'est le niveau de résistance du staphylocoque aureus. Globalement, il faut être en dessous de 20%. Donc pendant des années, on a été bon et on a senti un petit décroché à partir de 2016, on monte à 27%, 32, 40%. Donc on avait presque 50%, un staphylocoque sur deux qui était résistant en Calédonie. Donc c'est un germe qui est virulent, qui porte plein de toxines, et en plus il était résistant. Donc ça nous a vraiment alertés. Il y a eu des décès sur des choses très bêtes à la base, hein, sur des simples fleurons qui ont très mal évolué. Il y a eu des décès à l'hôpital à cause de staphylocoque là. Donc on a travaillé dessus, grâce au Fonds Pacifique, on a pu monter un programme de recherche, de surveillance, où on a séquencé des souches. Et en fait, on s'est rendu compte en analysant le génome de ces staphylocoques que la fusidine, je ne sais pas si vous connaissez cet antibiotique-là, l'acide fusidique, c'est une pommade qu'on a tous mis, moi le premier, à tort, maintenant que je le sais, on a tous mis sur l'impétigo de nos enfants. On pensait que ça marchait, mais en fait, il y a eu beaucoup d'utilisation de fusidine en Nouvelle-Calédonie. C'est ce que vous voyez sur les histogrammes ici. Ça a été très utilisé. Et en fait, on s'est rendu compte, l'hypothèse qu'on avait, c'était l'utilisation massive de fusidine en Nouvelle-Calédonie sélectionner une souche de Staphylococcus aureus, un clone calédonien de Staphylocoque. Et grâce à l'aide de la DAS, on a réussi à interdire, c'est quand même assez rare d'avoir fait ça dans un pays, d'interdire l'autorisation de mise sur le marché de la fusidine en Calédonie. Si vous pouvez tester demain, hein, vous allez en pharmacie, vous demandez un tube de fusidine, ils vous diront non, on ne peut plus en avoir en Calédonie. Et notre pari a marché parce que vous voyez, ici c'est la consommation de fusidine, elle a vraiment diminué. En 2021, il y a eu l'arrêt d'autorisation de mise sur marché, donc là on ne peut plus en avoir. Et vous voyez qu'en parallèle, le niveau de résistance du staphylocoque a complètement diminué. Donc on est revenu à des taux de 15% qui sont très acceptables. Voilà, c'est un exemple pour vous montrer que, voilà, en étudiant les bactéries, en comprenant un petit peu comment elles évoluent, bah on peut lutter contre cette antibiorésistance. Et là, je vais juste vous montrer les quatre camemberts. Notre clone calédonien dont je vous parlais, bah il est en rouge.
En 2013, il représentait à peine, j'ai du mal à lire, mais peu importe, il représentait 3% des staphylocoques, puis 20%, et presque 50%. Et là, on est sur la bonne voie, on a diminué, et l'an prochain, même cette année, en septembre 2025, on va refaire des études pour voir si ces clones-là ont encore diminué. Donc là, c'est un premier message. Voilà, ces résultats ont été publiés dans des journaux scientifiques. C'est pour vous montrer qu'on peut lutter. Un deuxième espoir, c'est les bactéries dont je vous parlais tout à l'heure, les entérobactéries productrices de carbapénémase, qui est la résistance ultime. Ça a flambé dans tous les pays du monde, et de façon exponentielle. On n'a pas réussi à contrôler, ça a diffusé partout. En Calédonie, on a découvert la première souche en 2013. Ça nous a fait peur, et on a eu très peur aux alentours de 2017-2018, où ces bactéries ont été responsables d'épidémies à l'hôpital, dans le service de réanimation néonatale. Ça a proliféré et ça a diffusé. Et par diverses actions, hein, j'en ai mis quelques-unes ici, je vais en détailler quelques-unes, vous voyez qu'on est quand même satisfait, c'est pas réglé, mais on avait peur que ça flambe et que ça monte tout en haut, de façon exponentielle, et on a réussi à stabiliser. Ici, j'aurais dû expliquer ce graphe, c'est le nombre de nouveaux patients porteurs de ces bactéries-là. Ceux en rouge, c'est ceux qui sont infectés par ces bactéries-là, et ceux en bleu, c'est ceux qui sont colonisés. Quand on dit qu'on est colonisé par une bactérie, ça veut dire qu'on est porteur au niveau du tube digestif, mais on n'est pas malade. On n'est pas malade, donc ça reste juste de la colonisation. Donc voilà, quelques actions qu'on a menées. Il y a des services, par exemple la réanimation. Quand on arrive en réanimation, on va avoir un dépistage automatique. C'est un écouvillonnage rectal, c'est pas très agréable, mais on a un écouvillonnage rectal pour savoir si on est porteur de bactéries multirésistantes. Une des actions qu'on a menées, ça permet de détecter tout de suite les patients porteurs de ces bactéries-là. Une des grosses actions, on a un service à l'hôpital, c'est le cohorting. Le cohorting, c'est un endroit où on va mettre tous les patients porteurs de ces bactéries hautement résistantes. Comme ça, on va les mettre dans une équipe dédiée, dans une équipe qui a du personnel vraiment formé aux règles d'hygiène pour éviter que ces bactéries elles diffusent dans l'hôpital. On a mis aussi en place des mails automatiques. Donc vous voyez, il y a à peu près une centaine de patients ici qui sont porteurs de ces bactéries-là. On a un système informatique qui connaît ces patients-là. Si le patient qui est porteur de cette bactérie-là rentre ce soir à l'hôpital dans 1 heure, moi dans 1h10, je vais recevoir un mail en me disant « Attention, monsieur X est porteur d'une bactérie hautement résistante, il vient d'être admis en service de pneumologie. Moi, je sais que demain matin, il va falloir le réorienter pour qu'il parte dans le service de cohorting. » Voilà, c'est pas mal d'actions qu'on a mis en place et qui nous permettent un petit peu de contrôler cette diffusion au niveau. Donc ça, c'est plutôt au niveau de l'hôpital. Voilà, pareil, ces résultats, on les a publiés, mais c'est pour vous montrer qu'il y a de l'espoir et que si on s'attelle à la tâche, on peut maîtriser cette diffusion des bactéries hautement résistantes. On est resté des enfants avec mes collègues, donc on vous parlait un petit peu chevalier. Je vais commencer juste à décrire cette petite photo. Donc là, c'est quelqu'un classique. Les bactéries grises, c'est des bactéries sensibles. La bactérie rouge, c'est la bactérie rouge, c'est les bactéries résistantes. On prend des antibiotiques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Peu de temps après la prise d'antibiotiques, on va tuer malheureusement les bactéries sensibles et les bactéries résistantes vont proliférer. À la fin, il y a beaucoup de bactéries résistantes et très peu de bactéries sensibles. Et on se dit un peu, comment on va arriver à lutter contre ces bactéries résistantes. C'est une image, mais il faut imaginer que cette bactérie très résistante à gauche, c'est un peu comme un chevalier. Plus elle a de résistance, plus elle porte des différents éléments de son armure. Et au final, à la fin, elle va être très très chargée d'armure, très très lourde. Elle va avoir du mal à se déplacer. Et cette bactérie qui paraît indestructible, en fait, on va se rendre compte que elle n'est pas si indestructible que ça, parce que on dit qu'une bactérie, pour qu'elle devienne résistante, ça va lui coûter de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le fitness de la bactérie. Ça lui coûte de l'énergie et elle va se reproduire, se multiplier beaucoup beaucoup moins vite. Et finalement, notre petite bactérie toute sensible, là on a l'impression qu'il va pas faire le poids, mais qui est toute sensible, aucune résistance aux antibiotiques, dans le tube digestif. À la fin du traitement antibiotique, elle va pas être si gentille que ça. Ça, c'est pour les amateurs de Game of Thrones, si vous avez reconnu. Elle va se multiplier beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que la bactérie résistante. Et à la fin, on va retrouver une flore digestive normale, c'est-à-dire que la bactérie sensible va reprendre le dessus. Voilà, il y a des résistances naturelles, mais pour une bactérie, c'est pas normal d'être résistante, ça lui coûte de l'énergie. Donc elle évolue naturellement, elle évolue naturellement et les bactéries sensibles reprennent le dessus. Voilà. Ça, c'est à condition à l'hôpital de respecter les mesures d'hygiène pour éviter la propagation de ces bactéries.
Et dans la vie de tous les jours, c'est le moins et mieux consommer. Et ça évite l'apparition de ces mécanismes de résistance et essayer de préserver les quelques antibiotiques qui nous restent. J'en ai fini pour ma partie vraiment clinique. Et je vais juste, avant de passer la parole à mes collègues, merci. Vous présenter le concept One Health. Donc on est venu à 3 aujourd'hui pour vous montrer que en fait ce qui se faisait beaucoup, c'est que chacun a un peu raisonné dans son côté avant. Il y avait la médecine humaine, la médecine vétérinaire et ça se mélangeait pas. Depuis maintenant 5-10 ans, ce concept une seule santé où on essaie de réfléchir de façon collective parce que ça sert à rien de lutter contre l'antibiorésistance au niveau humain si on fait rien au niveau vétérinaire parce qu'il faut avoir une action globale. Je prends rapidement ici le petit schéma qui a été fait par l'OMS, ce que je redis, hein. On prend des antibiotiques, et ben on va sélectionner des bactéries résistantes au niveau du tube digestif. Si on est admis à l'hôpital, par des défauts d'hygiène, et ben ça peut se transmettre au sein de l'hôpital. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir un petit peu ici. Dans le monde vétérinaire, c'est un peu pareil. Si on donne beaucoup d'antibiotiques pour favoriser un élevage intensif, et ben les animaux ils vont être porteurs de bactéries résistantes. Et on peut imaginer que ce soit transmis ensuite à l'homme via l'environnement, via la consommation. Heureusement, il y a plein de moyens de contrôle, de mesures sanitaires qui évitent cela, mais c'est un petit peu ça le concept One Health, qui est représenté un petit peu ici, hein. Ça veut dire que les bactéries humaines, en fait, elles vont transiter dans l'environnement, elles vont transiter chez les animaux. Les petits plasmides, dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui se transmettent de bactérie en bactérie, bah, c'est pareil, hein. Une plasmide, ils disent pas, moi je vais rester chez l'homme, non, ils transfèrent dans les différents compartiments. Donc voilà, c'est un petit peu nos travaux de recherche avec mes 2 collègues. Donc voilà, l'idée c'est qu'on compare un petit peu les bactéries qu'on va trouver dans les différents compartiments. Et voilà, et là je vais laisser la parole à Mathieu qui va nous parler donc de la partie plutôt animale et puis après Alexandre finira sur la partie environnementale. Merci à vous. Alors, merci Julien. Donc, merci. Comme disait Julien, moi j'ai surtout travaillé donc sur la partie animale et notamment donc sur une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Donc c'est, on va dire, c'est la bactérie type du One Health. C'est la bactérie qu'on va retrouver énormément au niveau donc du tractus digestif de nombreux mammifères et notamment aussi l'homme. C'est une bactérie qui, de façon générale, va nous aider ou contribue à la digestion. On la retrouve à plus de 10 puissance 7 à 10 puissance 9 unités formant colonies donc, dans les selles, donc c'est énorme. Comme ça? Ok. On va l'utiliser aussi comme indicateur de contamination fécale récente. Ça, c'est plutôt Alexandre qui vous en parlera par la suite. Et c'est une bactérie, un petit peu comme cette notion donc, de transfert de plasmide, donc qui a une forte plasticité génomique, donc qui va lui permettre de s'adapter à de nombreux environnements, toujours, on va dire, au niveau environnemental, au niveau du tractus digestif, ou en tout cas des environnements, on va dire, à 37 degrés. Donc au niveau des Escherichia coli, donc Escherichia coli c'est une entérobactérie. Julien tout à l'heure a parlé donc du problème donc des entérobactéries productrices de carbapénémase, qui étaient donc des bactéries qui sont résistantes, on va dire, aux antibiotiques de type carbapénème, donc qui sont plus ou moins les résistances, on va dire, ultimes. Mais avant cette résistance-là, de façon générale, il y a une forte diffusion donc, des bactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, ou BLSE. Donc c'est des bactéries qui vont être résistantes à beaucoup d'antibiotiques, en tout cas beaucoup de molécules antibiotiques de la famille donc des bêta-lactamines, mais toujours sensibles au carbapénème. Donc on peut facilement traiter par les carbapénèmes. Mais ça reste quand même une forte problématique puisque généralement donc, ces bactéries-là, qui sont BLSE, présentent aussi d'autres gènes de résistance à d'autres antibiotiques. Donc ça limite quand même le traitement par antibiotiques, d'autant plus que les carbapenems sont des antibiotiques qui sont prescrits uniquement au niveau du secteur hospitalier. Donc au fil du temps, donc, on s'est rendu compte que il y a eu une forte augmentation donc, des infections bactérimies, donc infection du sang ou au niveau du liquide céphalorachidien avec des Escherichia coli productrices de BLSE ou d'autres entérobactéries. Et on a pu remarquer aussi qu'il y a une forte diffusion donc, de ces bactéries résistantes au niveau communautaire. Parce qu'on considère aujourd'hui que
on va dire, plus de 16% de la population générale porte ces bactéries au niveau de leur tube digestif. Donc, on va dire que c'est le stade intermédiaire au niveau de la résistance chez les entérobactéries. Avec cette idée, donc, au niveau donc, des chevaliers, qui a une partie de son armure, mais il y a encore des zones, on va dire, un petit peu fragiles où on peut le toucher avec un antibiotique. Donc, par la suite, donc, les productrices de carbapénémase ou résistantes au carbapénème, donc, c'est celles qu'on appelle BHR, bactéries hautement résistantes, qui, de façon générale, sont contenues quand même au niveau du secteur hospitalier. Au niveau de Escherichia coli, donc il y a cette notion, donc c'est une bactérie de notre flore digestive normale. C'est une bactérie qui peut être résistante à différents degrés, et c'est aussi une bactérie un petit peu problématique puisque certaines lignées de ces Escherichia coli sont des bactéries qui sont hautement, on va dire, pathogènes. Escherichia coli, il faut le savoir, c'est l'une des bactéries principales qu'on va retrouver au niveau des infections urinaires, notamment. Il existe donc différentes pathovars ou pathotypes d'Escherichia coli selon des gènes de virulence qu'elles vont avoir, l'autre qu'elles vont pouvoir infecter et le site d'infection. L'un des plus connus, ou on va dire le plus médiatique, c'est Escherichia coli producteur de Shiga-toxine. Il faut savoir que ce type d'Escherichia coli, elles sont généralement présentes de façon asymptomatique dans le tube digestif des ruminants notamment, et on appelle ça donc des agents zoonotiques, puisque c'est généralement via la consommation d'aliments contaminés par ces bactéries-là qu'on va s'infecter. Alors pourquoi je parle de ces Escherichia coli principalement, c'est parce qu'actuellement donc il y a une épidémie donc en France, et généralement lorsqu'il y a ce type d'épidémie donc d'Escherichia coli, ça peut aller jusqu'à une hospitalisation, voire le décès, généralement qui touche au niveau des enfants, des personnes âgées ou des personnes immunodéprimées. Donc en France métropolitaine, entre 2014 et 2023, il y a eu 14 épidémies associées donc à ce type de bactéries avec des origines alimentaires pour la plupart, notamment via la consommation de fromage ou lait cru, surtout aussi de viande hachée. Il y avait eu le cas aussi donc, des pizzas Buitoni, pizzas surgelées, ou encore des végétaux souillés donc, par des matières fécales de ruminants. Et le principal risque, si on revient de nouveau donc, au niveau de l'antibiorésistance, c'est, vu que les bactéries ont tendance à échanger donc, notamment des plasmides, échanger beaucoup de gènes, le risque c'est de se retrouver du coup avec des bactéries d'une part hautement virulentes et hautement résistantes. Donc ça commence à être le cas notamment au niveau de Escherichia coli, avec ces deux articles de journaux là qui décrivent en fait un début de diffusion donc de bactéries, on va dire hyper virulentes, mais aussi extrêmement résistantes, puisqu'elles sont résistantes au carbapénème et à de nombreux autres antibiotiques. Donc je vais revenir un petit peu à la thématique centrale en ce qui me concerne, donc ce sont les animaux. Mais il était important pour moi de vous parler d'Escherichia coli, puisque c'est généralement donc, la bactérie qu'on va utiliser comme indicateur dans le One Health, c'est ce transfert donc, de résistance entre l'homme, le compartiment animal et les animaux. Donc l'antibiorésistance est aussi une problématique au niveau vétérinaire. On considère qu'entre 2025 et 2050, si en l'absence donc de réponse forte face à la résistance aux antibiotiques dans le secteur vétérinaire, notamment donc au niveau des élevages, on estime qu'il y a un risque donc d'une perte de production animale équivalente à 953 milliards de dollars. Donc c'est extrêmement important. De nouveau, les animaux peuvent aussi présenter donc des différentes maladies associées à ces bactéries-là, et il y a toujours cette problématique de pouvoir les traiter. Donc il y a eu des réponses à l'international, et là je voudrais présenter un petit peu les réponses au niveau français et au niveau donc, local, au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Alors au niveau de la France, donc, il y a eu surtout des changements de pratiques au niveau des filières d'élevage, avec en plus un suivi régulier et une biosécurité renforcée, que ce soit au niveau des élevages, mais aussi au niveau donc, de la filière par la suite, donc la filière viande et tout ce qui est traitement au niveau des abattoirs et au niveau de boucherie. Et ça a permis donc une forte diminution des proportions d'Escherichia coli résistantes aux céphalosporines de troisième génération, ou dites, on va dire, productrices de bêta-lactamase à spectre étendu.
Donc voici un graphe, donc on va dire le plus récent donc, du réseau RESAPAT, donc qui est le réseau d'épidémiosurveillance de l'antibiorésistance des bactéries pathogènes animales en France. Et on peut voir donc comme indicateur donc cette Escherichia coli, que la plupart donc des secteurs maintenant se retrouvent avec un portage donc de ces bactéries résistantes inférieur, on va dire, à 10%. Donc en Nouvelle-Calédonie, donc via la DAVAR, donc il y a un développement donc de ce type de surveillance un peu plus récent, avec des prélèvements, une sensibilisation au niveau des élevages, notamment dans les filières porcines et aviaires. Il y a aussi beaucoup de discussions et beaucoup de présentations de la problématique de l'antibiorésistance dans les différentes filières et une prise de conscience donc des filières d'élevage qui ont été notamment saluées donc par l'Organisation mondiale de la santé animale l'année dernière. On voit au niveau de ce graphique là que il y a eu un arrêt donc depuis 2022 donc de l'importation d'aliments pour animaux d'élevage contenant des antibiotiques, ou autrement dit, donc aliments antibiotiques utilisés donc comme facteur de croissance. Donc, puisqu'on s'est rendu compte que l'utilisation d'antibiotiques à une certaine dose au niveau des animaux facilitait donc l'augmentation de la charge pondérale assez rapide, et donc qui dit plus grosse charge pondérale, donc dit meilleur rendement par la suite. Donc le risque d'utiliser donc ce type d'antibiotiques, on va dire de façon systématique, si on reprend un petit peu le schéma qu'on avait tout à l'heure, comme vous a présenté Julien, donc c'est toujours de favoriser donc même à petite échelle donc la présence donc de bactéries résistantes dans les filières. Donc là pour le coup là c'est une grande victoire au niveau donc local et du coup au niveau de la biosécurité, puisque actuellement donc il n'y a plus d'utilisation, en tout cas plus d'importation de ce type de molécules. Donc là, moi, pour le coup, je vais vous présenter donc un autre sujet, ou en tout cas le sujet le plus abouti au niveau de mes recherches, et qui nous touche un petit peu plus, puisqu'on a peut-être potentiellement plus de contacts étroits avec un chien et un chat qu'un cochon ou une volaille. Et il faut bien imaginer donc qu'il y a aussi des Escherichia coli résistants donc, chez nos animaux de compagnie. Donc là, je vais vous présenter assez rapidement donc, des résultats donc, d'une méta-analyse. Donc c'est une analyse qui va récupérer différents résultats donc, de recherche à travers le monde, qui regardaient du coup la prévalence d'Escherichia coli BLSE, donc chez les chiens et les chats. De façon générale, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que la prévalence donc, de ces résistances-là chez les animaux de compagnie est inférieure à 10%, avec tout de même donc une différence entre les continents, de ce qu'ils avaient pu mettre en évidence sur 128 études, que les principales études où on retrouvait donc une prévalence plus ou moins égale à 17%, étaient des animaux prélevés soit en Asie, soit en Afrique. En Nouvelle-Calédonie, grâce donc à une collaboration avec la DAVAR donc, et les cabinets vétérinaires, nous avons pu faire, on va dire, une analyse, une première analyse donc, de la prévalence de la résistance des Escherichia coli chez les chiens et les chats. Nous avons réalisé donc 215 échantillons de sels. Donc, comme on travaille sur Escherichia coli, le principal type de prélèvement, on peut les retrouver, donc c'est les sels. On va mettre les sels, ou en tout cas un échantillon de ces sels, donc sur des géloses avec antibiotiques, pour sélectionner directement les bactéries qui nous intéressent, donc des bactéries résistantes qui vont pousser sur ces géloses. Et on va par la suite les identifier, faire les antibiorames comme a pu faire Julien donc, au niveau du secteur hospitalier, pour caractériser donc, les différentes résistances. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on retrouve à peu près à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie une prévalence équivalente à ce qu'on a pu retrouver donc, dans différentes études, avec 13% des animaux qui avaient été prélevés qui présentaient un Escherichia coli BLSE en portage. Nous avons pu aussi, au niveau de la quarantaine de nouveau avec la DAVAR, réaliser donc, des analyses sur les animaux donc, qui arrivaient sur le territoire. 99 animaux, chiens, chats ont été prélevés et pour le coup, environ 4% donc, présentaient ce type de bactéries. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler aussi au niveau donc, de la quarantaine? C'est parce qu'en France, les premières études ont commencé à mettre en évidence donc, des Escherichia coli, non pas BLSE, mais des Escherichia coli résistantes au carbapénème. Donc initialement, ce qu'on retrouve généralement donc, plus au niveau du secteur hospitalier, donc des Escherichia coli résistantes au carbapénème chez des animaux de compagnie. Là, ça pose plus un problème au niveau communautaire, puisque ça
indique peut-être, comme les BLSE, un début de diffusion au niveau de la communauté. Pour le coup, c'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Donc par la suite, je vais vous présenter un petit peu l'analyse de l'ADN donc de ces bactéries-là. Donc c'est un peu ce qu'ils vont faire aussi dans le cas donc des infections au steak, donc les Escherichia coli pathogènes. L'idée c'est de voir un petit peu l'origine donc de cette infection, quel type de prélèvement d'échantillons donc a pu infecter donc les enfants ou les personnes malades donc lorsqu'il y a une contamination alimentaire. Et là l'idée c'est un petit peu la même chose, c'est de voir et essayer de comprendre il y a un lien entre une bactérie que j'ai trouvée chez un chien d'un propriétaire A et un chat d'un autre propriétaire par exemple, voir s'il y a un lien et essayer de mieux comprendre, on va dire, la prévalence de cette bactérie. Donc au niveau de l'analyse de l'ADN, donc au niveau de ce schéma, il faut savoir que depuis quelques années, donc il y a eu, enfin une vingtaine d'années, il y a eu une forte évolution donc des techniques pour analyser l'ADN. Il faut savoir qu'initialement, on se cantonnait, on va dire, à une analyse d'un petit gène associé à l'ARN-CSS pour essayer de caractériser nos bactéries. Ce qui permettait en fait, un petit peu comme j'ai essayé de le représenter au niveau donc, des traces ici, c'est de savoir si c'est un Escherichia ou un Staphylocoque, mais on n'arrivait pas à aller plus loin au niveau notamment de l'espèce. Par la suite, grâce donc à l'évolution donc des technologies, il y a possibilité donc, au lieu d'analyser un seul gène, d'analyser donc plusieurs gènes, notamment 7 gènes bien particuliers, spécifiques on va dire à chaque espèce, et qui sont associés au schéma MLST, Multilocus Sequence Typing. Et en analysant ces différents gènes-là, on va pouvoir avoir un code associé à une bactérie, et on considère que 2 bactéries d'une même espèce qui ont le même code seront des bactéries qui seront assez proches. Mais on peut aller encore plus loin en faisant des analyses de corps génome MLST, où là, au lieu d'analyser donc 7 gènes, on va en analyser pour le coup, par exemple pour Escherichia coli, plus de 2000, et ça nous permet d'avoir une plus grande précision. Donc là, on sait que potentiellement une bactérie qui aura le même code MLST sont des bactéries quand même très proches, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est des clones. C'est-à-dire des bactéries qui auront circulé d'une personne A à une personne B. Là, l'utilisation du corps génome MLST et le fait d'analyser quasiment l'entièreté de l'ADN ou de le comparer entre 2 bactéries permettent d'avoir cette notion-là de circulation vraiment très précise. Et on fait ce genre de choses, ce qui s'appelle un arbre phylogénétique. C'est un peu l'équivalent d'un arbre généalogique, donc pour essayer de comparer, d'analyser nos bactéries. Donc là, chaque code ici correspond à un petit nom que j'avais donné à mon Escherichia coli. Donc il y a 26 Escherichia coli BLSE isolés chez des chats et des chiens en Nouvelle-Calédonie qu'on a séquencés et analysés. Donc là, j'ai l'origine géographique donc, du prélèvement, représentée donc par la première colonne avec les différentes couleurs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a surtout des prélèvements dans le Grand Nouméa qui ont été réalisés au niveau des cabinets vétérinaires. La seconde couleur donc, correspond donc à le type d'animal, si c'est un chien ou un chat. Pour le coup, il y avait beaucoup plus de chiens donc, qui étaient positifs avec une BLSE. Et ce qu'on peut voir ici, donc, c'est leur distribution donc, au niveau de leur phylogénétique. Ensuite, j'ai commencé à analyser donc, ces 7 gènes associés donc, au code MLST donc, des Escherichia coli. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents codes, donc une forte diversité, donc 15 séquences types qui ont été identifiées chez nos bactéries. Donc là, on va considérer par exemple que la bactérie ST961, c'est une Escherichia coli, mais elle sera quand même un petit peu différente que la bactérie ST48. Donc ce que j'ai caractérisé par les différentes couleurs ici. Elles vont partager qu'une partie de leur ADN. Par contre, sur cet arbre-là, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'arbre est un petit peu écrasé. Ce qui veut dire que potentiellement, ces bactéries-là sont extrêmement proches. Pour le coup, il n'y a pas de code ST ici, parce qu'en fait, ce sont une nouvelle lignée en fait, qui n'avait pas encore été caractérisée dans les bases de données. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces bactéries-là sont extrêmement proches. Pourquoi? Parce qu'en allant plus loin, donc en regardant en plus des ST, donc les autres gènes du corps génome MLST,
je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de différences. Et on considère en épidémiologie, au niveau notamment Escherichia coli, que des bactéries qui ont moins de différences sur ces gènes-là spécifiques sont des clones. Donc ce que ça veut dire, c'est que les bactéries ici, donc isolées chez différents chiens et un chat entre Lifou et Nouméa, ont potentiellement du coup un lien probable ou une même origine, quelque chose qui pourrait les lier. Hop. Par la suite, ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'il y a un autre code aussi, c'est le ST48 qu'on a retrouvé chez différents Escherichia coli, donc de différents chiens, des chiens qui ont été prélevés à la fois ou à Nouméa. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce ST48, c'est une Escherichia coli, une lignée qu'on a retrouvée aussi dans des prélèvements au niveau de la filière porcine. Elles sont un petit peu plus différentes. Il y en a certaines quand même qui partagent ou qui ont qu'une différence au niveau donc, de ce corps génome MLST, d'autres qui ont un petit peu plus. Mais ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, déjà, il y a potentiellement un lien où il y a eu un potentiel transfert à un instant T, à un moment donné, entre ces animaux-là, qui peut-être que ce sont des animaux qui se sont jamais rencontrés, et l'hypothèse qui semble être la plus crédible pour le coup, ça reste encore à vérifier par la suite, mais c'est une hypothèse alimentaire, un peu comme ces bactéries, on va dire, pathogènes, les steaks, etc., qui sont associées à des épidémies. Là, c'est plus une épidémie silencieuse, où potentiellement, du coup, si c'est des animaux qui ont eu zéro contact, mais qu'on retrouve quand même des bactéries extrêmement proches chez eux, c'est la première hypothèse qu'on peut avoir. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir cette notion de One Health, si il y a eu potentiellement un transfert ou des bactéries ou qu'on va retrouver plus chez l'homme. Pour le coup, c'est le cas. Il y a un ST, le ST 131, qui est une lignée qui est connue à l'international, très souvent identifiée notamment dans les infections urinaires et dans les infections tout court chez l'homme, qu'on retrouve ici donc chez un chat à Nouméa. Dans la collection, et ça c'est plus dans la collection hospitalière, on a pu identifier donc un patient qui portait un Escherichia coli BLSE avec un peu plus de différence que les 10, on va dire le cut-off, la limite où on considère que c'est un clone ou pas, mais ça reste quand même des bactéries qui sont assez proches, donc il y aura peut-être potentiellement un lien. Et de nouveau aussi une autre bactérie, le ST38, qu'on a retrouvé aussi chez un autre patient donc hospitalisé et prélevé donc au CHT. Tout ça pour dire qu'au final, on peut avoir un lien très fort avec nos animaux, et ça a été souvent mis en évidence qu'il y a un risque de transfert de bactéries résistantes, notamment pour le coup entre des animaux de compagnie et leurs propriétaires. Et pour aller un petit peu plus loin, et pour vous montrer un petit peu cette notion de bactéries résistantes et de gènes de résistance, ce que j'ai représenté ici, c'est tous les gènes de résistance aux antibiotiques qu'on a identifiés donc, chez ces Escherichia coli. Dès qu'il y a un petit carré noir, ça veut dire que le gène de résistance en haut est présent chez notre bactérie. Tout ce qui est indiqué en bleu, là, en rouge ici, c'est les gènes de résistance associés donc au BLSE, bêta-lactamase à spectre étendu. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément d'autres gènes de résistance qui sont présents à chaque fois chez une bactérie, ce qui indique donc potentiellement il y a, en plus d'être résistante aux céphalosporines de troisième génération, à beaucoup de bêta-lactamines, elles sont résistantes notamment aux tétracyclines, au sulfaméthoxazole, etc., etc. Donc ça complique, ça limite, on va dire, le choix des antibiotiques à utiliser. Par contre, l'information la plus importante, c'est qu'il n'y a pas actuellement donc, de bactéries productrices de carbapénémase chez les animaux de compagnie en Nouvelle-Calédonie. Hop, je vais laisser passer la main du coup à Alexandre qui va vous présenter du coup le dernier compartiment, le compartiment environnemental. Alors bonsoir à tous. Donc moi je vais terminer cette présentation en vous parlant un petit peu donc au niveau de l'approche Une Seule Santé, donc du volet environnement. Donc c'est vrai que l'environnement c'est pas quelque chose auquel on va penser tout de suite quand on va parler de résistance aux antibiotiques, mais j'espère qu'à la fin de cette présentation je vous aurai convaincu de quelques éléments et de l'intérêt de s'intéresser aussi à l'environnement. Donc avec ces quelques slides que je vais vous présenter, en fait c'est issu d'un projet donc on a
qu'on a développé donc, à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie en lien avec le CHT et l'Institut de recherche pour le développement il y a quelques années, donc, qui était le projet Arcane, donc pour approche intégrée environnementale de l'antibiorésistance via l'analyse des eaux. Le projet, en quelques mots, il visait à évaluer donc, la dissémination, donc depuis tout à l'heure on vous parle des bactéries résistantes aux antibiotiques, et également des gènes de résistance aux antibiotiques dans l'environnement néo-calédonien, et également d'identifier s'il existe des facteurs favorables à la sélection et à la dissémination de l'antibiorésistance en Nouvelle-Calédonie. Du coup, donc pour l'origine du projet, donc dans ce projet-là, on parle d'environnement, mais on s'est intéressé principalement, donc on a été regarder l'eau. Et donc je pense que vous avez tous entendu parler un petit peu, notamment avec le Covid, de l'intérêt d'aller regarder dans les eaux usées ce qui circulait, donc avec notamment les eaux usées qui peuvent être vues comme un reflet de ce qui circule en population. Donc dans notre cas, des bactéries résistantes aux antibiotiques, mais il y a quelques temps, on avait été regarder aussi s'il y avait du SARS-CoV-2 qui circulait en communauté au travers de l'analyse des eaux usées ou d'autres virus. L'environnement aussi, donc je vous donne un petit peu déjà des éléments, il peut être vu comme un réservoir de la résistance aux antibiotiques. Donc avec ce petit schéma là qui vous est présenté ici, avec l'environnement il va y avoir des pressions de sélection, on va en parler tout à l'heure. Donc tout à l'heure Julien qui vous parlait des pressions de sélection, donc notamment avec le mésusage des antibiotiques, mais on va voir qu'il peut y avoir d'autres pressions de sélection aussi dans l'environnement. Les gènes de résistance aux antibiotiques dont on parle depuis tout à l'heure, et également dans cet environnement la présence de bactéries pathogènes, et donc tout ceci un petit peu qui peut, ce que j'ai appelé hotspot ici rassemblé, donc qui fait de l'environnement qui peut être vu comme un réservoir de cette résistance aux antibiotiques. Et aussi un autre point, donc l'environnement qui peut être aussi un lieu d'exposition, un lieu où on va se retrouver en contact avec ces bactéries résistantes aux antibiotiques, et c'est ce dont je vais parler un petit peu après. Au niveau des pressions de sélection et aussi de l'intérêt, l'originalité de ce projet qu'on a mené en Nouvelle-Calédonie, c'est illustré par cette image. Donc vous le savez tous que la Nouvelle-Calédonie, on a des substrats édaphiques un petit peu particuliers, avec notamment dans l'environnement des concentrations en éléments traces métalliques que l'on peut retrouver beaucoup plus importants. Et donc en fait, ces bactéries, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici, mais certaines bactéries, en plus d'être résistantes aux antibiotiques, elles peuvent être aussi résistantes aux éléments traces métalliques. Donc c'est un petit peu l'image qui vous est présentée ici, avec cette fois-ci un chevalier aussi, mais qui est aussi bien résistant pour une bactérie aux antibiotiques, mais également aux métaux. L'environnement aussi, je vous parlais, ça peut aussi, c'était intéressant d'aller regarder parce que ça peut être aussi ce qu'on appelle une zone d'exposition, il peut y avoir des risques d'exposition. Donc là ici, je vous présente des résultats qui sont répertoriés, récoltés par la Direction des Affaires sanitaires et sociales, où il y a un suivi qui est fait au niveau de la qualité des eaux de baignade. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc les indicateurs qui sont mesurés, c'est typiquement notamment l'Escherichia coli dont vous parlez Mathieu, et ces zones de baignade qui sont suivies à l'échelle du territoire. Et donc vous voyez ici sur cette carte avec cette petite animation, en rouge c'est quand on a des dépassements de seuil, et donc potentiellement des fermetures de baignade des arrêtés qui peuvent être pris pour interdire la baignade due à la présence notamment d'Escherichia coli, mais là d'Escherichia coli totaux. Donc de tous les Escherichia coli, vous allez voir qu'on va ensuite s'intéresser un peu plus aux Escherichia coli également résistants. Donc ces données-là, elles sont publiques et elles sont sur le site internet de la DAS. Cela peut se faire aussi à l'échelle locale. Donc là, ici, c'est des résultats qui vous sont présentés pour la ville de Nouméa. Donc pareil, avec des fermetures de baignade qui peuvent être prononcées, notamment en lien pour la commune de Nouméa et puis les communes du Grand Nouméa en lien avec les épisodes de forte pluie. Mais bon, ça, je pense que je vous apprends rien à ce niveau-là. Mais donc, encore une fois, des résultats qui sont disponibles sur les sites internet de ces deux collectivités. Donc maintenant que je vous ai parlé un petit peu de l'origine de ce projet, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a été récupérer des échantillons d'eau et on les a mis en culture, donc ce dont vous parlait Mathieu tout à l'heure, on a fait pousser ces bactéries, ensuite on a été caractériser ces bactéries au niveau de l'analyse de leur ADN. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu faire. Et donc avec ce schéma qui vous est présenté ici, on a été regarder à différentes échelles, donc aussi bien au niveau du gène avec la plus petite poupée russe, ensuite au niveau du plasmide, ce dont on parle tout à l'heure, donc les gènes qui sont portés par des plasmides, au niveau des bactéries et des échanges qui peuvent avoir lieu entre différentes bactéries.
J'espère que ça va fonctionner. Donc là, on avait fait une petite vidéo avec ma collègue Malia pour vous présenter ce qu'on faisait sur le terrain. Donc bon, on allait sur le terrain, on a travaillé au niveau des différents systèmes d'assainissement des eaux usées, donc que ce soit au niveau des steppes ou des lagunages. Donc typiquement ici, c'est le lagunage de Paille-en-Bouée, donc sur la commune de Connay. On a fait des prélèvements au niveau des entrées de stations d'épuration, des sorties de stations d'épuration également. Donc ça, c'était la petite partie un petit peu marrante. On s'est intéressé, donc je vous parlais des zones d'exposition, donc on a fait des prélèvements aussi au niveau des zones de baignade, et notamment lors d'épisodes de forte pluie. Donc là, c'était la plage de Magenta. Donc les prélèvements qu'on a pu effectuer, donc ça ici, c'est un préleveur automatique, ça permettait de faire des prélèvements sur 24 heures pour avoir un échantillon vraiment représentatif et pas uniquement un prélèvement ponctuel. Donc quand c'était pas possible, malheureusement, on faisait un prélèvement ponctuel. Et ensuite, on retournait en laboratoire avec ces échantillons d'eau. Et donc là, c'est plutôt sur la slide. On mettait en culture, vous voyez ces bactéries, ces bactéries qui se trouvent dans les échantillons d'eau qu'on faisait pousser. Et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu. Donc on s'intéressait notamment donc, aux Escherichia coli totaux et aussi aux Escherichia coli résistants. Et ensuite, ce dont vous en parlez Julien et Mathieu. Donc ces bactéries-là, on allait faire un petit antibiogramme pour voir la susceptibilité des antibiotiques de ces bactéries, et ensuite on a analysé leur ADN. Au niveau des sites qu'on a pu échantillonner, donc on était sur 3 communes, sur Connay, donc avec le PSN, le lagunage de Paille-en-Bouée et jusqu'à la plage de Fouet. Au niveau sur le Nouméa, donc on a été à la steppe de Lansvata et différentes plages de Nouméa, et enfin sur Dambéa, donc c'était les effluents hospitaliers du Médipôle et en lien donc la station d'épuration de Dambéa. Ça a correspondu donc sur 2 ans à une centaine sur un an à une centaine de prélèvements. Au niveau des résultats, donc c'est quelques résultats que je voulais vous présenter ici ce soir. Donc au travers de l'analyse de ces eaux usées, on a pu montrer que la circulation de bactéries n'avait pas encore été mise en évidence au niveau clinique. Donc vous voyez ici donc un exemple d'une bactérie qu'on a retrouvée donc avec l'antibiogramme dont vous a présenté Julien ici, où il y a encore très peu d'antibiotiques qui peuvent encore fonctionner. Et donc là, on est vraiment sur une bactérie hautement résistante. Tout à l'heure, on vous parlait d'entérobactéries résistantes au carbapénème. Donc c'est typiquement cette bactérie-là qui a été retrouvée. Et donc on a pu mettre en évidence dans les eaux usées donc en 2022. Et donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, on a pu ensuite développer différentes techniques pour pouvoir l'identifier. Mais donc en décembre 2024, elle a été identifiée là sur le territoire chez un patient. Cet article-là, au-delà d'avoir identifié cette bactérie dans les eaux, ça a aussi permis de mettre en place une technique d'identification rapide, et donc ça avec l'appui du CHT, une technique d'identification rapide pour avoir des résultats en quelques heures, là où en culture, au niveau bactériologie, souvent il y a une période d'incubation d'une nuit, et donc des résultats au bout de 24 heures, voire 48 heures. Et aussi, ça a été le premier isolement donc, d'entérobactéries résistantes au carbapénème dans les eaux usées dans les îles du Pacifique. Donc ici, je vous ai mis un graphique. Donc sur ce graphique-là, vous pouvez voir les différents échantillons d'eau qu'on a pu avoir. Donc les effluents hospitaliers ici, les entrées de stations d'épuration, les sorties de stations d'épuration, et là les zones de baignade. Ici, sur l'axe des ordonnées, vous avez la quantité d'Escherichia coli qu'on a pu retrouver. Et donc ici, les Escherichia coli donc totaux, donc aussi bien ceux résistants que sensibles. Et ici, les Escherichia coli résistants. Donc sans surprise, vous vous doutez bien qu'au niveau des entrées de stations d'épuration, donc c'est ce qui circule en communautaire, on va retrouver des quantités de bactéries très importantes. Au niveau des systèmes des effluents hospitaliers ici et des entrées de stations d'épuration. Ensuite, au niveau des sorties des systèmes d'assainissement, vous voyez qu'on a une chute de la quantité de ces bactéries-là. Et là, c'est un résultat que je voulais vous partager aussi ce soir. Donc c'est au niveau des zones de baignade. Donc ici, vous voyez au niveau des zones de baignade, on va dire en l'absence de forte pluie, les valeurs qui étaient retrouvées. Et ici, en présence de forte pluie. Ce qui est important ici à retenir, vous voyez, c'est cette petite ligne rouge que je vous ai mise là, c'est la valeur seuil. Donc c'est quand il y a un dépassement de seuil donc, qui est mesuré, il y a un arrêté, enfin en tout cas pour différentes communes de Nouméa, un arrêté de la baignade. Et ce qu'on a pu voir dans ces analyses, c'est dès qu'on avait des valeurs qui dépassaient ce seuil-là, c'est de la partir de là qu'on commençait aussi à détecter des bactéries résistantes aux antibiotiques dans les échantillons d'eau.
Voilà. Et donc, donc ce projet, même s'il est terminé, on continue à travailler, donc notamment avec la mairie de Nouméa et la DAS, donc pour limiter donc ce risque d'exposition qui, encore une fois, peut subvenir lors d'événements de fortes pluies, mais qui sont des choses qui sont, je l'espère, déjà bien connues, notamment sur les plages du Grand Nouméa. Les bactéries qu'on a pu retrouver, donc pour atténuer un petit peu ces propos-là, donc vous voyez ici, c'est un gradient de résistance, donc plus c'est foncé, plus c'est sensible. Et donc vous voyez au niveau des effluents hospitaliers, là on avait quand même pas mal de bactéries qui étaient résistantes ici. Et en fait on a un gradient décroissant, et donc vous voyez on se retrouve ici au niveau des zones de baignade lors d'événements de forte pluie, où on a encore des antibiotiques qui fonctionnent, donc avec l'image que j'ai piquée à Mathieu ici, où on a encore des antibiotiques qui vont fonctionner sur ces bactéries qui sont retrouvées au niveau des zones de baignade lors d'événements de forte pluie. Et donc, c'est un petit peu l'objet de cette conférence, mais donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure Mathieu, ces bactéries-là, on peut les caractériser au niveau de leur ADN. Et donc, ces Escherichia coli qu'on a pu retrouver, donc ils appartiennent à la lignée aussi ST38 et ST131. Donc, on a pu déjà retrouver au niveau animal et qui sont également retrouvés au niveau humain. Et donc là, on va continuer un petit peu les analyses au niveau génomique pour voir si vraiment c'est des clones ou si c'est plutôt des lignées un petit peu différentes. Mais en tout cas, comme il s'agit du même séquence type, ces bactéries, elles sont très proches. Enfin, donc au niveau de la contrainte en éléments traces métalliques, entre guillemets, hein, pour la contrainte, vous voyez sur ce graphique-là, donc on a comparé des bactéries qui avaient été isolées au niveau humain ici et des bactéries qui avaient été isolées dans les eaux. Et vous voyez ici, c'est juste en termes d'abondance de gènes de résistance aux métaux. Et vous voyez bien sur ce graphique-là que donc là, c'est différents genres bactériens. Dans l'environnement, on retrouve plus de bactéries avec des gènes de résistance aux métaux et qui vous est aussi identifié ici, donc avec un certain nombre de gènes qui sont partagés ici, mais ici au niveau de l'eau aussi, des gènes spécifiques qui ne sont pas retrouvés chez les bactéries isolées au niveau du compartiment humain. Et donc pareil, une petite image pour vous illustrer ces propos-là. Donc ici, vous avez typiquement une bactérie qui pousse uniquement avec du milieu de culture classique. Et là, une autre bactérie, vous voyez, on a mis des concentrations croissantes de nickel. Vous voyez que cette bactérie-là, elle est capable de pousser à différentes concentrations de nickel, typiquement, avec la présence de gènes de résistance aux métaux qui sont retrouvés chez cette bactérie-là. Donc toujours avec cette image-là, où ici, on peut avoir maintenant affaire à des bactéries qui sont, on va dire, surprotégées, donc aussi bien résistantes aux antibiotiques, à certains antibiotiques, et aux métaux. Et je crois que c'est une de mes dernières slides, donc j'espère vous avoir un petit peu apporté quelques éléments donc, sur l'intérêt d'étudier aussi l'environnement donc, au niveau de la résistance aux antibiotiques, donc avec cette notion de pression de sélection, cette notion donc, de gènes de résistance aux antibiotiques qui peuvent circuler. Et je ne l'ai pas trop abordé également, mais vous vous doutez bien, donc ces eaux usées, on peut aussi retrouver donc, toute une diversité de bactéries pathogènes, et donc l'ensemble pouvant constituer donc, un véritable réservoir donc, pour la résistance aux antibiotiques. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, ça c'est des éléments de communication qu'on a pu faire ces dernières années, donc avec un ciné-débat empreinte, et sinon tous ces résultats ils sont disponibles sur le site du CRESICA, donc au niveau de l'onglet Arcane. Et je vous remercie pour votre attention. Ok. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur la partie environnementale. Peut-être que j'ai mal vu le graphique, mais je me demandais par rapport au seuil fixé pour les taux de bactéries acceptables ou non dans les différentes eaux que vous avez prélevées. Est-ce que ces seuils-là sont par exemple différents pour la baignade et pour les sorties stations d'épuration? Parce que j'ai eu l'impression que la sortie station d'épuration, il y avait un taux de bactéries qui dépassait quand même le seuil, sachant qu'une sortie station d'épuration, c'est censé, sauf s'il y a traitement après, être relativement propre. Donc je me demandais si c'était normal. Je peux revenir sur les slides. Ça va être un petit peu long, non, ça va. Du coup, non, c'est vrai que là, typiquement, c'est une erreur sur le... Non, pardon, le graphique, il est bien. Je pensais avoir continué ici ce seuil-là. Ce seuil-là, c'est vraiment uniquement pour la qualité des eaux de baignade.
Donc c'est vraiment pour la qualité des eaux de baignade où il y a ce seuil-là qui est utilisé. Après, pour les sorties de stations d'épuration, mais je crois qu'il y a des collègues dans la salle qui pourront te répondre. Je ne crois pas qu'il y ait de normes qui soient, comment dire ça, faites, voilà, étendues. S'il y a quelqu'un qui peut compléter, c'est là. Est-ce que ça fonctionne? Oui, donc Sophie Guillot au bureau santé environnement. Ça fonctionne pas très bien. OK. Au bureau santé environnement à la DAS. Donc non, les stations d'épuration, ce sont des installations ICPE et donc elles doivent respecter des prescriptions au titre de ce régime ICPE. Mais en général, il n'y a pas de limite fixée sur la bactérie. Donc voilà. Non, il n'y a pas de conformité bactériaux au niveau des rejets. Par contre, s'il y a d'autres usages derrière qui sont envisagés, ça peut être le cas, mais pas au niveau des rejets stricts. Alors après, maintenant, c'est vrai que les technologies se développent et il y a des traitements tertiaires notamment qui sont mis en œuvre, comme l'ultrafiltration. Et donc ces membranes, elles peuvent permettre d'abaisser donc le seuil de coupure au niveau des rejets. Et donc c'est vrai que elles vont de fait se retrouver à éliminer les bactéries et voir jusqu'à certains virus, comme c'est le cas là sur les nouvelles stations d'épuration sur Nouméa. Et juste pour compléter, c'est vrai que sur ce graphique-là, j'ai pas détaillé les différents systèmes d'épuration qu'on avait, mais là c'est mélangé. On pouvait avoir des steps où il y avait un traitement tertiaire, notamment aux UV, donc là le taux il chute complètement, il est proche de zéro, et là où d'autres on n'a pas ce traitement tertiaire et qui tendent aussi, avec ces valeurs-là qui vous sont présentées, une grande, comment j'appelle ça, diversité des valeurs, enfin étendue des valeurs, pardon. Je profite d'avoir le micro proche de moi. Je suis Muriel Hagen, je travaille au bureau santé environnement aussi à la DAS. Juste des précisions sur le seuil pour les eaux de loisirs, les eaux de baignade en particulier. Il existe aussi des seuils intermédiaires pour aider les communes à préconiser des déconseils ou des fermetures strictes. Donc là, c'est le seuil de fermeture stricte. Mais il existe aussi d'autres seuils qui permettent de gérer le risque pour les baigneurs. Merci pour cette présentation qui était vraiment très très intéressante. À la fin, là, Alexandre, tu montrais que tu avais des super bactéries qui étaient résistantes à la fois à des antibiotiques et aux métaux. Mais quel est l'impact sur la santé humaine que cette bactérie soit résistante aux métaux? Alors c'est une très bonne question, et donc là ça va faire intervenir d'autres éléments. Donc nous, sur l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est vraiment le transfert de gènes. Donc avec l'environnement comme réservoir, donc c'est typiquement, je crois que c'était sur une des dernières figures, c'est la persistance de ces bactéries dans l'environnement, donc notamment au travers de ces gènes de résistance aux métaux qui peuvent se trouver également sur des plasmides, qu'il y ait ensuite une bactérie pathogène, donc entre guillemets, qui traîne par là, et donc dans cette espèce de hotspot-là, d'avoir l'apparition donc de super bactéries qui soient résistantes aux antibiotiques et aux métaux. Au niveau métaux, je n'ai pas non plus trop détaillé, mais là, c'est vrai que j'ai parlé d'éléments traces métalliques, donc on connaît nickel, cobalt, etc. Mais ces bactéries-là, donc métaux, il peut y avoir aussi tout ce qui est métaux et biocides. Donc les biocides qui peuvent être des éléments qui sont aussi qui sont utilisés en hygiène hospitalière pour comment on appelle ça, aseptiser, stériliser les surfaces. Et donc on a eu aussi des cas où on avait une bactérie qui était résistante donc aux ammonium quaternaire, et donc typiquement qui avait été isolée d'un bac de désinfection censé être utilisé pour éliminer donc ces bactéries-là. Donc là, on voit bien cet impact de résistance aux métaux et aux antibiotiques, donc avec la survie dans l'environnement là hospitalier. Quand Julien tout à l'heure parlait d'épidémies au niveau nosocomial, donc bien évidemment, c'est des patients qui ont été impactés, mais avec des souches qu'on a retrouvées dans l'environnement hospitalier, donc au niveau de la table, enfin des surfaces, au niveau des siphons à l'hôpital, quoi.
T'as pas d'autres questions? Bonjour, merci pour ces 3 super présentations. C'était vraiment très agréable à écouter. Je vais me limiter juste à 2 petites questions. La première, c'est comment j'ai vu que bon, si je me trompe pas, vous avez parlé d'un un sequence type qui était nouveau en Nouvelle-Calédonie, c'est chez Chacoli. Et en fait, à un moment donné, vous avez regardé au niveau des résistances. Et quand on regardait le graphique, il y avait ce sequence type donné, il y avait un profil qui était un peu distinct au niveau des résistances. On peut voir qu'il y a une plus grande résistance pour un des échantillons, une des souches, je sais pas comment vous les qualifiez, excusez-moi pour. Et du coup, comment l'expliquer? Parce qu'on. À moins que je me trompe. A priori, c'était les mêmes résistances, si je ne me trompe pas. Par contre, oui, effectivement, il y avait cette notion, par exemple, du ST48, là, qui est totalement différent. Par contre, par exemple, il y a un profil qui est C48 jusqu'en bas qui peut avoir une différence en termes de résistance. Ouais. Alors, ça, comment on explique alors déjà, il faut imaginer que du coup, les gènes qui sont analysés au niveau donc, de cette notion de séquence type, ce sont des gènes chromosomiques. Donc, c'est des gènes qui sont au niveau de l'ADN directement bactérien. Pour le coup, on peut avoir des bactéries du même séquence type, mais du coup, par exemple ici, dans ce cas-là, donc des profils de gènes de résistance un petit peu différents, pour la simple et bonne raison qu'au final, beaucoup de ces gènes de résistance sont présents sur des plasmides. Et donc ça, c'est cette notion-là, en fait, qui est un petit peu ici à l'œuvre, d'autant plus que ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que le ST48 qui est là, au niveau donc des branches et au niveau de la proximité avec les autres, on va dire un petit peu plus éloigné. Et il faisait partie en fait des ST48 qui avaient beaucoup plus de différences au niveau des SNP aussi. Donc c'est la notion donc des séquences type au niveau bactériologie et au niveau épidémiologie, c'est aussi, ça va surtout permettre de standardiser un petit peu, notamment au niveau de la recherche et au niveau de la communication entre les différentes équipes de recherche, notamment, parce qu'on pour un chercheur, lui dire qu'on a trouvé un Escherichia coli, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, l'idée de dire j'ai trouvé un Escherichia coli ST131, c'est un petit peu plus précis. Et on sait pertinemment, nous en recherche, que le Escherichia coli ST31 est souvent retrouvé chez l'homme. Tandis que, par exemple, le ST48 ne sera un peu moins ou voire pas du tout retrouvé chez l'homme, et on le retrouve souvent au niveau donc, des animaux. Donc là, juste ST48, ça regroupe des bactéries qui sont proches, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est des clones. Donc là, c'est pour ça qu'il y a cette différence, notamment donc celle-là qui est un petit peu plus éloignée, parce qu'en plus d'être un petit peu plus éloignée, elle présente aussi des gènes de résistance différents qui étaient présents sur un plasmide un petit peu différent que les autres. Super, merci. Je pose ici ma deuxième question. Ma deuxième question, c'était par rapport au fait de regarder la résistance aux antibiotiques et la résistance aux métaux. Est-ce que du coup, l'une des idées que vous avez derrière la tête, c'est de regarder s'il n'y a pas un lien entre ces deux types de résistance? C'est une très bonne question, Fabien. Et donc en fait, c'est ça ce qu'on veut essayer de faire au niveau des analyses génomiques qu'on est en train de faire, c'est de regarder si le gène de résistance il est sur le même plasmide, ou sinon des fois ça peut être aussi le gène qui va coder, donc je sais pas, pour une pompe à efflux. Et donc en plus de virer l'antibiotique de la cellule, elle va aussi éliminer le métal. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour avoir cette notion de co-résistance. C'est un petit peu ce qu'expliquait aussi Julien tout à l'heure sur le staphylocoque doré. Donc c'était un staphylocoque qui était résistant à la méticilline, mais qui en plus était résistant à l'acide fusidique, donc à la fusidine, et donc avec une pression de sélection faite via l'usage de la fusidine. Donc là, c'est un petit peu les questions qu'on se pose. Est-ce que notre environnement, donc avec ces concentrations en éléments traces métalliques, favorise le développement de certaines bactéries, et notamment celles résistantes aux antibiotiques? Je voulais juste continuer sur la question de Fabien, là, qui posait la question, est-ce qu'il y a un lien entre la résistance donc, aux métaux et puis aux antibiotiques? Et tu disais que ça pouvait être sur le même plasmide. Ça veut dire que vous séquencez uniquement le plasmide ou vous séquencez tout et puis vous tombez sur le plasmide Alors du coup, on fait les deux. On séquence Véronique, comme tu connais, en short reads l'ensemble du génome. Et après, pour aller un peu plus en profondeur et en qualité, on va faire du long reads uniquement sur les plasmides
C'est ce qu'on est en train de se casser les dents là, avec Elena qui est juste derrière toi. Et donc pour caractériser donc plus précisément donc ces plasmides-là, donc on fait les deux pour avoir donc comme disait Mathieu l'ensemble de l'information au niveau du corps génome donc sur la bactérie et après avoir des éléments beaucoup plus précis sur le plasmide en lui-même et notamment la position des gènes donc typiquement les gènes de résistance aux antibiotiques et les gènes de résistance aux métaux. Moi, j'ai une question. Euh, du coup, vous nous avez présenté les bactéries résistantes aux antibiotiques, mais quelles sont les perspectives pour l'avenir? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas? Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je leur ai dit ouais, c'est vraiment, je sais pas comment on va faire, mais vous voyez, 10 ans plus tard, en bossant dessus, en séquençant les souches, en explorant les différents compartiments, il y a des moyens d'action. Je vous ai montré 2 exemples et pour moi, il y a des possibilités, c'est sûr. Après, il faut avoir une campagne, il faut avoir des actions vraiment menées au niveau autorité sanitaire de réglementation sur l'usage des antibiotiques. Il y a des pays, je prends l'exemple souvent de l'Islande. L'Islande, je crois qu'ils ont 15 antibiotiques max. Ils en utilisent très peu et sur toutes les cartes de niveau de résistance aux antibiotiques, ils sont verts, quoi. Ils ont quasiment aucune résistance parce qu'ils ont un très bon usage des antibiotiques. Donc, c'est des actions simples, mais c'est un bon usage des antibiotiques et puis voilà, essayer d'étudier, de comprendre et voilà, il faut agir à tous les niveaux. C'est pas qu'au niveau humain, c'est au niveau alimentaire, au niveau animal. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste aujourd'hui. Juste pour compléter la réponse de Julien, on a une chance là ici avec notre insularité et aussi un petit peu la taille de la population où on a des choses qui peuvent être faites assez rapidement et concrètement, donc avec l'aide de nos collègues là, de la DAS, l'arrêt de mise sur le marché d'un antibiotique. Je ne pense pas que ça se soit fait beaucoup dans le monde et donc là c'est cette proximité entre guillemets entre la recherche et les collectivités qui permet cela. Et puis l'insularité, donc avec les exemples dont vous parlez Mathieu, ou typiquement les choses qui peuvent être faites au niveau de la quarantaine ou au retour des vasanes. Donc c'est vrai que là-dessus, notre insularité est plutôt une qualité, entre guillemets. Et moi, je vais revenir un petit peu sur mon cas ici. La notion du ST48, là, où on a potentiellement cette histoire avec le lien avec la filière porcine. C'était important aussi que je le présente. Il faut imaginer, du coup, est-ce qu'on voit aussi donc à l'hypermarché ou autre, c'est souvent il y a du coup de la viande du coup qui est plus à usage animal, qui n'est pas utilisée du coup pour la consommation humaine, donc c'est des parties un petit peu moins nobles. Et il y a des pratiques, ou en tout cas ce que j'ai pu voir donc, dans mes analyses donc, des articles un petit peu similaires, où au final on nourrit l'animal, notre animal du coup, avec de la viande mais qui n'est pas cuite. Et il y a une simple action qui suffit donc à éliminer l'ensemble ou une très très grande partie de ces bactéries, c'est de cuire sa viande. Et du coup, pour le coup, le message là pour cette résistance et potentiellement ce transfert de bactéries résistantes entre la filière élevage et les animaux domestiques, c'est de leur servir de la viande bien cuite. Et pour revenir un petit peu sur la notion alors, c'était sur cette notion. Ah, ça, c'est ma présentation. Cette notion pathogène aussi, donc avec cette notion où il y a des épidémies de bactéries Escherichia coli hyper virulentes. L'une des principales causes, du coup, c'est comme je disais, donc au niveau alimentaire. Et souvent, ce qui a été mis en évidence ou ce qui est souvent souligné par les médecins, c'est de bien cuire sa viande pour éliminer le maximum de bactéries si, par malheur, où il y a eu des problèmes au niveau sanitaire, ou en tout cas un passage de certaines bactéries qui ne devraient pas être là, lors notamment de la préparation de la viande au niveau de l'abattage, par exemple. Donc oui, il y a des bactéries résistantes, mais il suffit d'être un petit peu alerte et de comprendre un petit peu leur mécanisme, leur biologie, de communiquer comme aujourd'hui. Et au final, on peut agir assez facilement, même juste à la maison, en cuisant bien la viande pour ces animaux, en préparant des petits plats aux petits oignons. Du coup,
par rapport aux animaux qui sont élevés aux antibiotiques, je me souviens plus ce que tu avais dit en Calédonie. Ils sont toujours. Ah oui, je me souviens plus ce que tu as dit sur le sujet. Qui sont élevés aux antibiotiques, enfin les animaux Ah oui. d'abattage, qui sont élevés pour l'abattage. Alors c'était. Alors si je reviens. Oui. Non, la réglementation est en cours. Mais c'est vraiment la filière locale, du coup, avec des échanges notamment avec la DAVAR. Il me semble qu'il y a Stéphanie qui pourra peut-être ajouter des mots, mais qui a pris en main, du coup, cette notion-là d'utilisation, qui est initialement faite même à l'international, hein, de ces antibiotiques plus en facteur de croissance, et qui a trouvé d'autres alternatives qui limitent donc ce maintien de bactéries restantes dans la flore digestive donc des animaux d'élevage. Et du coup, ce qu'on a pu voir ici, du coup, avec cette forte diminution donc, de l'importation donc, des antibiotiques de façon générale. Ce qui va nous intéresser, nous, notamment avec l'Institut Pasteur, en lien du coup avec ce que peut faire la DAVAR, c'est de voir si on retrouve dans quelques années ou dans quelques mois les mêmes bactéries récentes qu'on avait pu isoler auparavant, ou en tout cas peut-être potentiellement la même prévalence. Je me permets de reposer une petite question. Tu parlais donc des patients qui avaient eu un cancer et qui avaient une chimiothérapie en Australie qui revenaient. Et en fait, c'est des patients donc en fin de chimie, enfin la chimio est terminée. Et du coup, quelle est l'hypothèse en fait que tu as derrière en termes de transmission potentiellement de ces bactéries résistantes quand les gens potentiellement reviennent sur le territoire? La chimio, c'est un exemple, mais en gros, là, pour toutes les évacuations sanitaires qui sont faites, souvent c'est des patients qui vont être difficiles à traiter, qui vont nécessiter des lignes d'antibiotiques. Des patients fragiles qui vont avoir beaucoup d'antibiotiques. Souvent, quand on a une chimio, on donne beaucoup d'antibiotiques pour éviter l'infection. Et donc, en donnant beaucoup d'antibiotiques, on va, comme on l'a expliqué aujourd'hui, sélectionner les bactéries résistantes. Il y a cette pression d'antibiotiques et aussi les règles d'hygiène. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il fait en Australie, mais on peut imaginer peut-être que l'hygiène hospitalière est moins bonne et qu'il peut y avoir des transmissions au sein des services. Et du coup, les patients, ils se colonisent. Ils ne s'infectent pas forcément, mais ils se colonisent. Ça veut dire qu'en Australie, au sein des hôpitaux, ils vont devenir porteurs de bactéries hautement résistantes. Et quand ils reviennent en Calédonie, ils reviennent avec un petit cadeau au niveau de leur tube digestif. Ils reviennent avec une bactérie hautement résistante. Et après, cette bactérie-là, ce qu'on veut pas, ça arrive, hein, franchement, ça arrive, il y a une quinzaine de cas par an, donc c'est quand même assez fréquent. Hein. On les dépiste et on les met dans notre service de cohorting, où ils sont bien pris en charge, avec des belles règles d'hygiène pour pas que ça diffuse. Une fois qu'ils rentrent à la maison, normalement, la pression d'antibiotiques diminue, et du coup, la flore digestive va revenir à la normale, et les bactéries sensibles vont reprendre le dessus, et cette bactérie hautement résistante, elle va s'éliminer naturellement. Donc, il ne faut pas être alarmiste, mais il faut juste bien surveiller, bien tracer le patient pour éviter que ça diffuse. J'ai pris l'Australie parce que c'est à côté, mais ça marche aussi dans les autres pays. Hein. Il y a des études qui ont été faites pour des voyageurs. Hein. Un voyageur qui part en Inde, il a une chance sur deux de revenir avec une bactérie hautement résistante, sans être hospitalisé. Hein. Voilà. Moi, je suis allé en Inde, ça se trouve, j'en ai ramené une. Et puis, bon, elle est partie toute seule. Hein. Voilà, c'est pas dramatique, mais en tout cas, voilà, il y a des pays... les pays où il n'y a pas de traitement d'eau usée, où il y a une mauvaise utilisation des antibiotiques, c'est sûr qu'on peut se contaminer. Après, c'est pour ça qu'on disait que c'était une menace invisible, hein, parce que ça se trouve, moi ça fait 20 ans que je suis dans les laboratoires, peut-être que je suis porteur d'une bactérie hautement résistante, mais je me porte bien. Donc, faut pas dramatiser non dessus, mais il faut bien surveiller et c'est ce qu'on fait. Au laboratoire, on a une veille vraiment pointue, surtout détection de n'importe quelle résistance. Dès qu'on voit un phénomène un peu anormal, on va étudier la nouvelle bactérie pour essayer de comprendre ce qui se passe et pas arriver trop tard. Oui, je voulais juste rebondir un petit peu sur la question précédente. Donc Stéphanie Sourget, je suis vétérinaire au CIVAP et donc je voulais juste rebondir par rapport aux aliments contenant des antibiotiques et pour pas que reste dans les esprits la notion d'animaux nourris aux antibiotiques ou de facteurs de croissance, parce que heureusement on n'est pas du tout dans ce système-là. Donc effectivement il y avait et c'est ce que Mathieu a voulu souligner avec cette diapositive, hein, cette success story que l'Organisation mondiale de la santé animale a publiée sur son site.
qui montrait qu'on avait eu une très forte baisse des importations, puisqu'on est sur des importations, bien sûr derrière il y a de la consommation parallèle, mais des antibiotiques en Nouvelle-Calédonie, et cela grâce à une action qui a été en effet la sensibilisation auprès des éleveurs sur le fait qu'il n'y avait pas forcément besoin de donner des aliments qui contenaient des antibiotiques et qui sont fabriqués en Europe, hein, puisque nous on les importait simplement, donc qu'il n'y avait pas besoin de donner ce type d'aliments à leurs animaux, essentiellement les très jeunes animaux, pour qu'ils survivent en fait, parce que c'était en effet simplement plus voilà une habitude. Et donc la sensibilisation a été faite, hein, auprès des éleveurs, auprès des importateurs de ces aliments, et ça a très très bien fonctionné, et c'est ça qui a été souligné en fait par l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc il y avait une consommation d'aliments contenant des antibiotiques sur des jeunes animaux dans l'élevage, et cela a été arrêté effectivement simplement avec de la bonne communication, et c'est pour ça que ce genre de communication ce soir est effectivement très, très importante. Merci beaucoup. Merci.